Amis randonneurs, bonjour, nous sommes à Azay-le-Rideau. Nous allons faire la visite. Allez, c'est parti, suivez-moi. Azay, situé au point où la route de Tours à Chinon-Franchilindre a été fortifiée de bonne heure. Le village tient son nom d'un de ses seigneurs, Ridel ou Rideau d'Azay, armé chevalier par Philippe Auguste et bâtisseur d'un château puissant. L'incident le plus tragique de son histoire est le massacre de 1418. Charles VII, alors dauphin, de passage à Azay, est insulté par la garnison bourguignonne qui occupe le château. La répression est immédiate. La place enlevée et brûlée, le capitaine et ses 350 soldats exécutés. Jusqu'au XVIIIe siècle, le village s'appellera Azay-le-Brûlé. Relevé de ses ruines, Azay devient la possession du grand financier Gilles Berthelot. De 1518 à 1529, celui-ci fait élever le ravissant édifice actuel. C'est sa femme, Philippa Lesbailly, qui dirige les travaux, comme à Chenonceau, Catherine Brissonnet, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Mais sous la monarchie, la fortune tourne vite pour les financiers. Le richissime Semblancé vient de terminer sa brillante carrière au gibet de Montfaucon. Berthelot voit s'approcher le lacet fatal, prend peur, s'enfuit et mourra en exil. François Ier confisque Azay et le donne à son capitaine des gardes, puis de nombreux propriétaires se succèdent. Au XIXe siècle, l'un d'eux vient procéder à d'importantes restaurations, détruisant notamment les vestiges de la forteresse féodale. En 1870, le prince Frédéric Charles de Prusse y loge. Un jour, le lustre tombe sur la table où il festoie. Le prince croit à un attentat et Azay échappe de justesse à une nouvelle destruction. En 1905, l'État a acheté le château, 200 000 francs. La cour d'honneur est encadrée par un corps de logis en forme de L. Les deux façades sur cour sont réalisées en tuffeau, pierre calcaire du Val-de-Loire. L'effet de verticalité obtenu par la superposition des fenêtres à meneaux est subtilement contrebalancé par le jeu de lignes horizontales des moulurations. Le grand escalier est l'une des créations les plus remarquables de la Renaissance du Val-de-Loire. Sa façade se compose de 4 niveaux de baies décalés par rapport aux autres fenêtres du corps de logis. Véritables dentelles de pierre, son décor fut réalisé par les meilleurs sculpteurs de l'époque. Les initiales et emblèmes Salamandre et Hermine de François Ier et de Claude de France y trouvent une place privilégiée. Le grand escalier est édifié sur un modèle emprunté à l'Italie, celui de l'escalier droit, dit rampe sur rampe. D'une grande modernité au XVIe siècle en France, il est bâti au centre du logis principal et non plus dans une tour accolée en vis, comme au Moyen-Âge. Des paliers ou repos et une main courante sculptée à même l'épaisseur du mur attestent de la recherche de confort dans sa conception. Les remarquables voûtes plates à caissons sont ornées de médaillons à l'antique, représentant rois et reines de France, personnages et animaux fantastiques. Des clés pendantes au décor délicat de feuillage ou de fruits ajoutent au raffinement de l'escalier. Le comble du château est dit à surcroît, car les murs supportant la charpente s'élèvent au-dessus du plancher. Ce dispositif permet de libérer plus d'espace intérieur et de masquer les différences de niveau entre l'aile et la grande salle. La charpente d'origine est en bois de chêne, dont la coupe fut autorisée par François Ier en 1517 en forêt de Chinon. La chambre constitue à la Renaissance un lieu de vie à part entière. On y dort, on y reçoit, on y travaille, on y mange. Les nattes de jonc tressées qui couvrent les murs étaient utilisées pour isoler les pièces du froid. Le lit est la pièce maîtresse du décor. Étoffes de soie colorées, broderies à fil d'or doivent refléter le prestige du propriétaire.
À la Renaissance, cette petite pièce était probablement une garde-robe. Cette chambre doit son nom aux exceptionnelles tapisseries tissées en laine et en soie qui recouvrent les murs. Elle se déploie sous forme de narration et relate l'histoire de Psyché. Thème mythologique très en vogue à la Renaissance. Au temps de Gilles Berthelot et de son épouse Philippe Lesbailly, la grande salle aux proportions majestueuses accueillait festins et bals. La cheminée est monumentale, les tapisseries ornant les murs, les différents meubles de bois offraient un décor sobre mais raffiné et chaleureux. Les coffres à bas-relief et à panneaux sculptés sont les témoins très représentatifs d'une grande salle de la Renaissance. Transportant régulièrement les effets de leurs propriétaires, ils permettaient en effet de répondre à l'itinérance de la cour tout en exprimant sa magnificence. La fonction de l'antichambre est de laisser patienter les personnes que le Seigneur souhaite recevoir dans ses appartements privés, et plus encore celles qui ne souhaitent pas recevoir. Sur les murs sont accrochés des portraits de rois de la Renaissance du XVIe et XVIIe siècle qui témoignent de la riche collection des propriétaires du XIXe siècle. C'est dans cette chambre que Louis XIII passa 2 nuits en 1619. Au mur, de remarquables tapisseries du XVIIe siècle. Le petit cabinet à gauche de la cheminée est réalisé en poirier noirci, imitant la teinte de l'ébène. Ses tiroirs sont décorés de plaques d'ivoire et d'os. Le salon des marquis de Biencourt démontre leur goût prononcé pour l'éclectisme. Pièce d'apparat, elle est pourvue de mobilier de grande qualité, invitant les hôtes de marque au délassement. Son ambiance feutrée est rehaussée par des textiles raffinés. Son aménagement est digne des plus belles demeures aristocratiques du XIXe siècle. Une statue équestre de Louis XII en bronze doré, des plats en porcelaine fine de la Compagnie des Indes révèlent le goût des marquis pour les arts. Ils constituèrent une collection inestimable d'environ 300 peintures des XVIe et XVIIe siècles, surtout des portraits de grands personnages de l'histoire de France. Ces tableaux contribuèrent à la renommée du château auprès des artistes et des amateurs d'art dès le milieu du XIXe siècle. Au XIXe siècle, le salon et la salle de billard formaient un espace unitaire, consacré à la détente entre amis. Reflétant l'art de vivre de la grande bourgeoisie, la table de billard s'impose comme un meuble essentiel. Des portraits des XVIe et XVIIe siècles ayant appartenu au Biencourt ornent la pièce. Ils manifestent la volonté des marquis de convoquer au château l'histoire politique, littéraire et artistique à travers une collection unique. Au fond de la pièce est présenté un exceptionnel buste en marbre blanc et bronze d'Henri IV en tenue d'apparat. Également désignée comme garde-manger, la dépense était un espace essentiel du château. La vaisselle et le linge de la vie quotidienne y étaient entreposés, ainsi que les denrées alimentaires indispensables à la préparation des repas.
La cuisine est mitoyenne avec la dépense, avec laquelle elle constituait à la Renaissance les offices du château. La cuisine a été considérablement modifiée au cours du temps. Ainsi que pour la dépense, son sol a été surélevé au XIXe siècle. La cheminée et le puits aménagé au XVIe siècle se situaient alors à un peu plus d'1 mètre sous le niveau actuel. La table est dressée selon les usages du XIXe siècle, avec le service de table des marquis de Biancourt en porcelaine de Paris. Cette composition est accompagnée d'un service de verre de modèle Trianon, des cristalleries de Saint-Louis. Les plats de service sont en porcelaine de Chine de la Compagnie des Indes du XVIIIe siècle. Au XVIe siècle, cet étroit espace voûté s'ouvrait entièrement sur la cour d'honneur par une élégante arcade en plein cintre. Il permettait de traverser le logis ouest pour se rendre dans les jardins qui se déployaient à la place de l'actuel miroir d'eau. Cette pièce est aménagée suivant l'inventaire du mobilier dressé en 1854. L'atmosphère intime et feutrée de ce salon s'accompagne d'un mobilier propice aux distractions. Tables à jeux, casiers à musique, bibliothèque sont combinés à de confortables canapés, bergères et fauteuils d'époque Empire ou Louis-Philippe, qui invitent à la détente et à la discussion. En soirée, ce lieu convivial est éclairé par des candélabres et des bras de lumière en bronze. La façade sud offre un équilibre et une symétrie qui constituent ses caractéristiques les plus saisissantes. Ses fenêtres et ses lucarnes alignées forment 5 travées verticales, également espacées. La travée centrale, axe de symétrie de la composition, marque l'emplacement de l'escalier d'honneur. L'étendue d'eau dans laquelle se mire la façade a été créée au XIXe siècle, lors de l'agencement du parc paysager. Le château semble depuis flotter sur le miroir d'eau qui reflète son image éternelle et iconique. Comme les autres façades, la façade ouest s'articule en 5 travées de fenêtres disposées sur 3 niveaux. Elle est entourée de 2 tourelles en surplomb. Retour au château pour une dernière prise de vue. Puis nous traverserons la basse-cour pour rejoindre le jardin des secrets.
Ce jardin des secrets était au XIXe siècle un large potager. Il est aujourd'hui un jardin conservatoire de légumes anciens de la région Centre-Val de Loire. Des fleurs et des herbes aromatiques arrangées en carrés, comme à la Renaissance, y sont également produits. Nous quittons le château et ses jardins pour aller visiter la ville. Nous sommes à l'office de tourisme d'Azay-le-Rideau et nous démarrons le circuit du patrimoine. Allez, go! Le logis du Cheval Blanc a donné pour un temps son nom à la rue, puis elle devient rue du Château et plus tard par erreur la rue Balzac. Jusqu'au XIXe siècle, les rues sont animées par des échoppes, des ateliers de forgerons et le long de la rivière par des ateliers de tanneurs. Intramuros, la ville s'organise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle le long d'un axe est-ouest. Cette ancienne rue du marché est alors la Grande Rue et mène à la halle, au four banal, aux boucheries et à l'église. La rue du Four abrite le four banal, mais également tout au long des siècles des commerces, des ateliers d'artisans. Cette ancienne rue des Forges nous rappelle qu'avant l'industrialisation, le travail du métal était artisanal. Dans cette rue du Petit Soleil, une maison du XVe siècle, derrière laquelle, au bord de l'Indre, se trouvait la maison des Bains, créée à la fin du XIXe siècle. Jusqu'à l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août 1789, le seigneur, à cause de son droit de ban, s'attribue le monopole d'installations telles que fours, moulins, pressoirs, avec obligation pour les habitants d'utiliser ces installations, dites banales, contre une redevance, souvent en nature. En outre, il a le droit de halles, foires et marchés, de boucheries, lui permettant de prélever une partie de chacun des produits vendus. Au XIe siècle, la petite église sert de repère aux oiseaux de nuit et aux bêtes sauvages. Les moines de Commerie, qui en sont propriétaires, entreprennent sa reconstruction. Plusieurs époques se lisent sur les façades de l'église, dédiée à Saint-Symphorien. À droite, la première église érigée au XIe siècle. À gauche, au XVIe siècle, un prolongement de cette nef est ajouté. Le décor montre le Christ au centre, avec sa nimbe, ou auréole, crucifère. En 1255, Milet de Mont, seigneur d'Azay-le-Rideau, concède au couvent de Commerie l'un des 3 moulins qu'il avait à Azay avec la banalité. Le prieur d'Azay a alors le droit de ban. Puis en 1523, Gilles Berthelot, seigneur du lieu, rachète les moulins banaux. Maison bourgeoise rénovée et décorée par son propriétaire, voyageur de commerce pour la maison des Camps à Lille, à la fin du XIXe siècle.
Les sculptures sur la façade sont des bobines de fil rappelant les sources de revenus du propriétaire. L'installation du chemin de fer à Azé en 1875 a permis l'apparition de nouvelles professions lucratives. La création de la gare entraîna la construction d'une nouvelle avenue, très à la mode, l'avenue de la Gare, habitée et fréquentée par des amateurs du chemin de fer, des nouveaux riches et des notables, qui y construisirent de nombreuses et belles maisons bourgeoises. Gilles Berthelot exprime la nécessité de fortifier Azay-le-Rideau lors d'une supplique adressée à son souverain Louis XII. Ici, une tour de l'enceinte de ville, seule rescapée de la muraille, et la rue de l'Abreuvoir nous rappellent qu'Azay était une ville fortifiée, entourée de douves. Léproserie, aumônerie et hôtel-dieu dès le XVe siècle, ce bâtiment reste un hôpital jusqu'à sa vente en 1831 par l'hospice de Tours à la commune d'Azay. En 1833, la brigade de gendarmerie s'y installe et y reste jusqu'en 1977. La mairie y élit domicile en juin 1983. Voilà, amis randonneurs, il est temps de retrouver Léo. Direction le château de Chinon. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!